quoi ressemblera le paysage automobile de demain ? Sera-t-il tout électrique, comme le présage l'Europe en actant la fin du moteur thermique pour 2035 ? Ou laissera-t-il encore place à des véhicules carburant à de l'énergie alternative, compatibles avec le souhait d'une mobilité 100% décarbonée ? Entre accélération et marche arrière, beaucoup de questions restent encore au point mort sur le sujet. Seule certitude sous-jacente, l'essence et le diesel ne devraient plus trouver place dans la mobilité de 2050 sur le vieux continent, qu'elle concerne les voitures, les camions, les avions ou encore les bateaux. Exit donc les carburants issus du fossile, place aux carburants renouvelables, à leurs biocarburants avancés et à leur e-fuel. Pour autant, ces sources d'énergie bas carbone tiennent-elles suffisamment la route pour nous conduire vers une mobilité plus désirable ? Entendez, tout aussi favorable sur le plan climatique que sur le plan sanitaire, en dégageant moins d'émissions polluantes. Pour répondre à ces questions et éviter de noyer notre moteur cérébral dans le flot des enjeux liés à la mobilité de demain, j'ai le plaisir de recevoir Antonio Pires da Cruz, responsable de programme en charge de projets de décarbonation à l'IFPEN, IFP Énergie Nouvelle, acteur de la recherche et de la formation dans les domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement. Vous écoutez Inspirons, le podcast d'Atmosud au service de l'air et du vivant. Bonjour Antonio Pires da Cruz. Bonjour Frédéric. Bienvenue tout d'abord dans ce nouvel épisode d'Inspirons. Merci d'avoir accepté d'être notre invité. Alors pour entrer directement dans le vif du sujet, à quoi devrait ressembler dans l'idéal et selon l'expert en mobilité durable que vous êtes, le paysage automobile français et européen de demain ? Merci d'abord à Atmosud pour cette invitation et merci pour l'opportunité d'évoquer le sujet de la mobilité de demain et du complément qu'il peut avoir entre la mobilité électrique, sans doute indispensable, et qui va contribuer largement à la décarbonation, ou plutôt défossilisation du transport de demain, mais aussi de donner la place aux énergies alternatives, et en particulier aux carburants liquides alternatifs, qui pourront faire aussi part du paysage de demain. Donc, L'énergie électrique est sans doute une très bonne solution pour beaucoup d'applications. Toutes les applications qui concernent notamment les déplacements automobiles de courte distance ou de moyenne distance. Mais en fait, la mobilité électrique, elle ne répond pas à tous les besoins. Ouais, et notamment aussi, elle est plus favorable pour les petites motorisations que pour les grands 4x4 ou les grands véhicules, où là c'est plus une aberration finalement de rouler en électrique. Je ne dirais pas une aberration, mais en tout cas, il faut savoir que l'électricité nécessaire ou l'énergie nécessaire pour construire un véhicule et le faire déplacer, elle est proportionnelle à la taille de ce véhicule. Et donc, effectivement, pour des véhicules de plus petite taille, l'électricité est sans doute une très bonne solution. Et à côté, et c'est un point de vue que vous défendez aussi au sein de l'IFP Énergie Nouvelle, eh bien, c'est d'aller vers le développement d'autres sources de carburant, des carburants plus propres. Et notamment, on trouve les biocarburants. Et si je ne m'abuse, ces biocarburants, on est déjà à la 3e génération, donc c'est vraiment pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui évolue. Est-ce que vous pouvez un peu nous les présenter ? Oui, bien sûr. Déjà, à IFP Énergie Nouvelle, on travaille sur l'ensemble des solutions pour la mobilité. Donc, on travaille aussi bien sur la partie motorisation électrique que sur le développement de nouveaux carburants. Alors, précisément, sur ces carburants durables, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des carburants qui sont fabriqués à partir de matières premières qui sont déjà existantes sur notre environnement, que ce soit la biomasse ou le dioxyde de carbone ou les déchets qui peuvent exister dans l'air. C'est-à-dire que on va utiliser du carbone qui ne va pas être extrait de pétrole, donc d'énergie fossile, c'est-à-dire que on va pas prendre du carbone qui est enfoui dans le sol depuis des millions d'années et relâcher sous la forme de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc on va utiliser déjà du dioxyde de carbone qui est présent dans l'atmosphère. Donc Frédéric, vous avez évoqué différentes générations de biocarburants. Effectivement, c'est bien le cas. Donc la première génération, que l'on appelle aussi des carburants conventionnels, c'est celle qui est fabriquée à partir de ressources qui sont considérées comme potentiellement en compétition avec l'alimentation humaine et animale.
On retrouve par exemple les huiles de colza, huiles de soja, huiles de tournesol, etc. C'est un peu manger ou conduire, il faut choisir, quoi. C'est pas forcément un conflit d'intérêts, c'est un complément. Et ce complément a été largement développé en Europe dans le début des années 2000, mais on s'est rendu compte que cette compétition avec l'alimentation humaine et animale pouvait être un problème dans le futur. C'est pour cela que nous avons commencé à travailler sur ce que l'on appelle les biocarburants de deuxième génération ou avancés, qui utilisent des ressources qui ne sont pas en compétition avec l'alimentation. Et là, on parle de, par exemple, déchets agricoles ou de déchets sylvicoles, donc déchets des forêts. Et là, on va utiliser donc des ressources végétales qui ne sont donc pas en compétition avec l'alimentaire pour fabriquer ces nouveaux carburants. Il faut savoir que ces carburants sont largement déjà utilisés dans le transport d'aujourd'hui. Quand vous allez à la pompe et vous utilisez du B7, du B10, ça veut dire que 7 ou 10% de votre gazole, ce sont ces types de biocarburants. Quand vous utilisez par exemple du E10, il s'agit de 10% d'éthanol qui est bio dans votre essence. Vous avez parlé d'une troisième génération. La troisième génération, c'est quelque chose qui est encore au niveau de la recherche et qui n'est pas encore déployé industriellement. On ne peut pas encore les déployer industriellement. Ce sont des biocarburants qui seraient fabriqués, et je mets ça au conditionnel, à partir de algues. Donc c'est ça que l'on appelle les carburants de troisième génération. Ouais, et là, c'est vraiment, enfin, on n'y est pas encore, quoi. Enfin, ça demande des recherches. Tout à fait, oui. Là, on est encore à des niveaux de recherche qui sont relativement bas et on n'a pas encore de solutions industrielles disponibles, contrairement aux deux premières générations. Alors, dans ces carburants plus durables et on voit aussi l'émergence depuis quelques années d'un autre type de carburant qu'on appelle les e-carburants ou les e-fuels, donc électrocarburants. La technologie n'en est également qu'à ses prémices. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Antonio ? Alors tout à fait, donc les e-carburants, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus et qui sont aussi regardés par l'Union européenne et puis d'autres pays aussi avec beaucoup d'intérêt. Donc, ce sont des carburants qui sont fabriqués à partir de dioxyde de carbone qui est présent dans l'air ou alors qui sort des fumées industrielles, et puis d'hydrogène que l'on appelle hydrogène renouvelable, au bas carbone, c'est-à-dire de l'hydrogène qui est produit non pas à partir de ressources fossiles comme c'est le cas aujourd'hui, mais à partir d'énergie soit renouvelable, soit du nucléaire par exemple. Et donc, les deux ingrédients pour fabriquer un carburant, qui sont le carbone et l'hydrogène, vont venir de sources qui sont finalement des sources qui nous permettent de ne pas extraire davantage de pétrole du sol et d'émettre du CO2 dans l'atmosphère issu de ce pétrole fossile. Mais du coup, on se dit, bon, finalement, on a tout là pour nourrir le pack automobile d'aujourd'hui et de demain. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas davantage ces carburants nouveaux, plus propres, plus verts, et qu'on reste encore en fait sur des ressources fossiles ? Alors vous avez tout à fait raison. Donc les technologies pour produire des carburants de première génération, elles sont disponibles et largement utilisées. Comme je disais, ce sont des carburants qui sont déjà présents dans nos stations-service. Les carburants avancés ou de deuxième génération, les technologies existent et les premières industrielles sont en train de commencer à être montées. Les premiers projets industriels commencent à voir le jour et certains travaillent déjà. Pour la partie fuels, la technologie existe aussi et là, on commence aussi à voir des premiers projets, mais ces carburants ne sont pas encore fabriqués à large échelle. Et en fait, la difficulté pour utiliser ce type de procédés, c'est que ce sont des procédés qui vont transformer quelque chose qui n'est pas liquide, c'est-à-dire par exemple la biomasse solide, ou alors qui vont transformer du CO2 et de l'hydrogène qui sont des gaz en liquide. Et vous imaginez bien que transformer du pétrole en gazole ou essence, le pétrole étant déjà en liquide et contenant déjà des molécules qui finalement sont celles qui vont faire partie des poules gazole ou essence, c'est beaucoup plus simple que de fabriquer des carburants liquides à partir du bois ou des gaz.
Donc en fait, finalement, il y a une question de technologie qui est plutôt récente et une question d'investissement aussi dans ces nouvelles technologies. Voilà, parce que je voyais que parmi les inconvénients, il y avait cette notion de coût, donc un prix au litre qui dépasserait pour l'heure les 3 000 euros. C'est de cet ordre-là? Alors, le coût de carburants qui sont fabriqués à partir de ressources non fossiles, il sera le coût de production, je parle bien, pas le coût forcément à la vente, mais le coût de production, il sera forcément supérieur au coût des produits fossiles, effectivement. Et aujourd'hui, un biocarburant de première génération, on a des coûts qui sont à peu près similaires à celui des produits fossiles, un petit peu plus élevés, mais guère. En revanche, un carburant de deuxième génération ou e-fuel, ce sont des carburants qui seront effectivement aujourd'hui plus chers à produire que les produits fossiles. Et là, on parle de 2, 3, 4, 5 fois supérieur au prix des produits fossiles. Alors, Antonio Pires da Cruz, il y a aussi cette notion en fait de cycle de vie qui se pose. Est-ce que ces biocarburants, ces carburants de demain, sont effectivement écologiques? Et tout à fait. Donc, le grand intérêt de ces carburants, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'ils ne vont pas contribuer à augmenter la quantité de dioxyde de carbone qui est présente dans notre atmosphère. Donc, ils ne vont pas contribuer à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, du coup, le principal problème de la mobilité aujourd'hui, qui est l'utilisation des carburants fossiles, c'est que on émet une quantité grande de CO2, donc gaz à effet de serre, et que l'on contribue au changement climatique. L'utilisation de ces carburants permet précisément d'avoir des gains en termes d'émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie des véhicules qui peuvent être très importantes. Dans le cas des carburants de première génération, ce sont des gains qui sont autour de 50-60% par rapport à un carburant fossile. Si on parle des carburants, des biocarburants avancés ou des carburants, on peut avoir des gains qui dépassent les 90% sur l'ensemble du cycle de vie des véhicules. Ouais. C'est des technologies qu'il va falloir continuer à développer. Ce sont des technologies très importantes sur deux volets distincts. Un, ce sont des carburants qui peuvent être utilisés dans le parc automobile existant. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas une évolution majeure des ventes vers l'électrique, qui sont un peu ralenties aujourd'hui, on pourrait alimenter les véhicules existants avec ces carburants, donc avec des bénéfices en termes d'émissions globales de CO2 qui sont immédiats. Et puis, ce sont des carburants aussi qui pourraient être adaptés à des usages différents où finalement l'électrique aurait plus de difficultés à trouver un rôle. Par exemple, la mobilité longue distance, qu'elle soit terrestre, aérienne ou maritime. La législation européenne tend justement à augmenter progressivement cette part d'incorporation de carburants propres dans les carburants existants aujourd'hui. C'est vrai en fait pour ce qui concerne la motorisation voiture, mais c'est aussi vrai pour le secteur de l'aérien qui va dans les prochaines années en fait être amené à fortement se développer. Selon l'Association internationale du transport aérien, le trafic devrait doubler en 2037 et même tripler d'ici 2050, alors qu'aujourd'hui, on a déjà un peu plus d'un vol par seconde dans le monde. Et là interviennent en fait les e-kérosènes ou les SAF, comme on les appelle. Alors vous allez peut-être pouvoir nous éclairer là-dessus. L'aviation fait face à des contraintes environnementales majeures et contrairement à l'automobile où l'électrification est une très bonne solution pour l'aviation, il n'y a pas beaucoup de solutions. Donc indépendamment de la croissance ou pas du nombre de vols dans le secteur aérien, l'utilisation de carburants bas carbone par l'aviation doit contribuer à peu près à 50% de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 du secteur. Ouais, c'est le fameux projet Refuel EU Aviation, c'est ça ? Tout à fait, oui. Donc ça, c'est les réglementations européennes qui imposent aujourd'hui des taux d'incorporation de ces carburants qui sont croissants jusqu'en 2050, avec des objectifs très ambitieux en 2050, de 70% d'incorporation. Et dans ces 70% d'incorporation, il y a environ la moitié, c'est des biocarburants avancés, et l'autre moitié, c'est des e-carburants dont on a parlé à l'instant. D'ailleurs, si je ne m'abuse, l'IFPEN participe d'ailleurs à la création de la filière française de e-carburant pour le transport aérien dans le cadre du projet TechCare. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu brièvement ?
Alors effectivement, ces développements-là, qui sont réalisés par l'institut de recherche qui est IFP Énergie Nouvelle, ils sont ensuite industrialisés et commercialisés par une filiale d'IFP Énergie Nouvelle qui les met sur le marché et qui vend ces procédés. Et dans ce cadre-là, il y a des projets qui aujourd'hui sont en train de se monter aussi bien sous la partie biocarburant qu'e-carburant. Et sur ce dernier, donc sur les carburants, le projet Take Care, qui effectivement est un projet qui vise à produire environ 35 000 tonnes par an de carburant, de e-carburant en région Loire-Atlantique. La première phase de production est prévue pour 2028, si je ne m'abuse. Tout à fait, oui. Donc il y a une décision finale d'investissement qui est attendue en 2026 pour pouvoir démarrer la construction de l'usine pour qu'elle soit opérationnelle le plus vite possible, c'est-à-dire autour de 2028, 2029, dans ces horizons-là. Alors, il y a encore un secteur qu'on n'a pas abordé dans le cadre des transports, en sachant que le transport est responsable de 1/4 des émissions de CO2 de la planète. C'est celui, bien entendu, du maritime. L'Union européenne a aussi une législation par rapport à travers le Fuel EU maritime. On sait que les mouvements maritimes vont fortement augmenter aussi dans les prochaines années. Enfin, quelles solutions, en fait, ces e-carburants peuvent apporter dans ce secteur ? Le secteur maritime fait face exactement aux mêmes défis que le secteur aéronautique, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une densité énergétique importante pour pouvoir faire des longues distances. Et cette densité énergétique importante, elle est fournie essentiellement par les carburants liquides. Donc à partir de là, donc cela dit, exactement comme pour le transport aérien, les solutions de carburants avancés, que ce soit les biocarburants ou les carburants, ce sont des solutions qui sont très intéressantes pour le secteur maritime. Donc, le secteur maritime, contrairement au secteur aérien, l'Union européenne aujourd'hui n'impose pas de taux d'incorporation de ces carburants. Elle impose en revanche des diminutions de l'impact carbone et de l'impact CO2 du transport maritime. Mais en réalité, cela revient à dire que il faut des carburants liquides bas carbone pour alimenter le transport maritime aussi, sachant que ce ne sont pas forcément le même type de carburant que pour le transport aérien. Alors si je vous comprends bien, en fait, Antonio, suite à cet échange et ces infos précieuses que vous nous avez transmises, et je remets un petit peu l'église au centre du village d'Atmosud, dont l'intérêt est de préserver aussi la qualité de l'air, c'est que si ces nouveaux carburants répondent vraiment aux enjeux sur le plan climatique et de réduction carbone, par contre, en termes d'émissions polluantes atmosphériques, ça ne change pas grand-chose. Il faut savoir que l'utilisation de carburant, que ce soit dans un véhicule, un avion ou dans un bateau, le carburant, il va toujours brûler. Et lorsqu'il brûle, il va toujours émettre des gaz polluants qui seront relâchés dans l'atmosphère. Et même si aujourd'hui certains de ces carburants ils sont plus vertueux que les carburants fossiles, de par leur composition, de par les molécules qu'ils contiennent, ces émissions vont toujours exister. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour le secteur automobile en particulier, avec les normes très drastiques et très importantes qui existent depuis des années et qui sont de plus en plus sévères sur le secteur automobile, les systèmes de post-traitement des gaz d'échappement qui sont implantés dans les véhicules modernes d'aujourd'hui, donc les véhicules qui respectent les normes Euro 6 et qui respecteront des futures normes Euro 7, ce sont des véhicules qui émettent déjà de très très faibles concentrations d'émissions polluantes. Écoutez Antonio, merci beaucoup en fait pour cet éclairage pertinent. On se rend compte que ces carburants renouvelables ne seront pas la réponse à tout, la technologie n'est pas la réponse à tout et qu'il est donc important aussi, chacun à son échelle, de faire usage de sa voiture ou de prendre l'avion de façon raisonnée. Et ça tombe bien parce qu'on va rentrer dans le mois de mai qui est placé sous le signe de mai à vélo et des mobilités douces. Merci Antonio Pires Cruz pour votre éclairage précieux et d'avoir été l'invité de cet épisode d'Inspirons. Merci beaucoup pour cette invitation et à nouveau pour nous avoir donné la possibilité d'expliquer que il y a d'autres possibilités et que, une sorte de neutralité technologique est importante et que à chaque problème, il y a des solutions qui peuvent être différentes. Merci beaucoup. Alors, pour les auditeurs, vous pouvez retrouver cet épisode d'Inspirons sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Il vous sera proposé dans les contenus de la prochaine newsletter mensuelle d'Inspirons de début mai, à laquelle vous pouvez vous inscrire via le lien que je vous laisse en descriptif de ce podcast. Je vous souhaite un joli mois de
mai, placé sous le signe des mobilités douces. Prenez soin de vous.